Bonjour à tous, ça faisait quelques temps, j'ai l'impression qu'à chaque podcast, on fait la même chose. Écoutez, c'est un peu comme on en parlait tout à l'heure, quand on est trop occupé, c'est souvent un bon problème et un bon signe. Donc voilà. Le but de ce podcast, ça va être de vous faire un peu déjà une explication de ce qui s'est passé à Genève pour l'Aerox, et aussi de vous faire une transition sur ce qui vient, sur les objectifs à venir, et puis aussi on va vous parler un petit peu sur tout ce qui est préférence motrice, réflexe archaïque par rapport à mon problème. Papa pourra en parler, ça va être aussi très intéressant. Donc voilà, on va commencer de suite. J'aimerais bien avoir la perspective de papa sur comment il a vécu l'Aerox. Puis de Willy et moi, parce qu'en fait au final ce qui est super intéressant avec l'Aerox, c'est qu'il y a des personnes qui vont faire cet événement et qui vont vivre un événement qui est complètement différent et avec des objectifs et des espérances aussi différentes. Donc papa, comment ça s'est passé cet Aerox? En fait c'est très marrant parce que comme moi quand j'entraîne les triathlètes, mais que ça fait 30 ans que je fais du triathlon, même plus, il y a des choses tellement évidentes que voilà, je peux faire ça de façon tout à fait naturelle. Et l'Aerox, c'est complètement différent parce que là, c'était un sport un peu nouveau pour moi. Et les garçons m'avaient bien préparé en disant là, il va falloir quand même que tu t'y mettes un peu. Et puis, bon an, mal an, on a décalé le tout. Et puis, avec mon ami Chris, on ne s'est pas entraîné autant qu'on voulait, quoi. Donc, on a déjà eu une ou deux séances, une avec Coco où il nous a montré la technique. Donc déjà avec Chris, on s'est dit oula, c'est un peu compliqué. Et après une avec William où il nous a complètement détruit physiquement. Au niveau, on n'a pas réussi à finir la partie wall ball. On était assis sur notre box. À noter que Willy, c'était que la moitié que tu leur as fait, même pas. Mais par contre, merci à eux deux parce que du coup, avec Chris, ça nous avait prendre conscience que ça allait pas être aussi simple que ça. Et du coup, on a vraiment été à Genève en disant, voilà, on va le finir, on prend du plaisir et on s'adapte sur la vitesse de chacun et on s'entraide. Et du coup, ça a été une super expérience, tant entre les deux, on a découvert ça, que aussi au niveau du partage avec, il y avait les coachs du PUR, etc. Et c'était sympa. Et c'est vrai que ce qui est vraiment cool à l'Aerox, c'est que, par exemple, Coco et moi, on pouvait vraiment suivre papa et Chris tout le temps. Donc, on était derrière chaque station à dire « Ah, fais ça, fais ci ». Donc, c'était vraiment cool. On pouvait vraiment les suivre. Et c'est vrai que c'est vraiment bien pour ça, l'Aerox. D'un point de vue supporter, je pense que c'est une des meilleures courses. Ouais. Parce que tu peux vraiment voir toute la course. Ouais, tu vois toute la course. Et d'un point de vue coach, moi, je sais que... on en parlait juste il y a 20 minutes. Moi, je sais que j'ai des clients qui vont faire des Aerox et je sais que je vais aller les voir parce que pour le coup, le coach a un rôle, que ce soit sur l'échauffement ou durant les stations. Comme on disait avec papa, des fois, tu as la fatigue, tu as un manque de lucidité. Tu peux vraiment reprendre la personne pour éviter qu'elle fasse une faute ou tout simplement qu'elle se fasse pas mal, quoi. Ouais, c'est ça. Dire tiens, là, changer. Ouais, ou tu peux donner plein de petites informations et comme ça. T'as pas besoin de réfléchir sur le moment. Ouais. Donc... Et moi, une petite anecdote assez marrante, c'est que, en fait, je me suis donné à 2000% sur les burpees, qui sont vraiment pas ma spécialité. Et ça me semblait vraiment d'avoir fait des... Malheureusement, il existe la vidéo aujourd'hui. J'ai vu les vidéos, j'ai dit, ah ouais, entre ma perception et la réalité. Mais tu t'en es bien sorti, franchement. C'était marrant. Mais c'était drôle, justement, on en parlait justement par rapport à l'Ironman à Nice, où tu voyais les 4-5 meilleurs au monde qui couraient, et tu dis, putain, tu sens qu'ils vont vite, mais tu te dis pas ils sont à 3,15, 3,20 au kilo. Ouais. C'est toujours marrant la perception de la vitesse, parce que c'est Jack qui me disait, ah putain, mais le premier tour, deuxième tour, on pensait vous voir un petit peu plus devant, il avait dit ça pour nous. Je dis, mais Jack, le premier, deuxième tour, on les a fait à 3,35 en fait, c'est juste les premiers, ça courait à 2,50, 3 minutes au kilo, ça part des vitesses hallucinantes, tu vois. Mais c'est vrai que sur la vidéo, tu vois qu'on court vite, mais tu te dis pas, là ils sont à 3,30 quoi, tu vois, 3,30 ça court déjà, tu vois. Ouais. Mais moi puisque moi j'étais dans la queue, vous me regardez passer, et c'est vrai que je vois les premiers, je dis, tiens, ils sont peut-être pas dans cette vague-là. Après aussi, c'est qu'on est parti à la toute fin. Oui, on était derrière. Ouais, voilà. Mais ça part fort. Oui, ça va vite, ouais. Ouais. Mais en fait, tu t'en rends compte, c'est quand les vagues passent, donc vers la fin, il y a un peu moins de niveau, là tu te rends compte, ok, les vitesses sont différentes. Là, c'est du 6 minutes au kilo, ça va un peu moins vite, quoi. Par contre, je trouvais quand même intéressant, avec Chris, on se faisait la remarque, c'est que, par exemple, on va sur une course à pied, il y a vraiment le côté où... on voit de tout, on voit des gens vraiment bien préparés, des gens vraiment fit, des gens plus gros. Là, l'Aerox, il y a quand même
une très grande majorité de gens vraiment bien préparés, bien fit, bien, quand même. Enfin, moi, j'ai trouvé que dans les autres vagues, après, il y avait un peu de tout. Parce que les premières vagues, ils mettent souvent les meilleurs aussi. Ouais, mais après, moi, j'ai trouvé. Non, il y avait tout. Hein. Un peu de tout, ouais. Il y avait tout. Justement, c'est ce qui est sympa, je trouve. Ouais, il y en a, ça se voyait, ils marchaient. Ouais, voilà. Ils ont dû mettre un petit moment à le faire. Mais... il y en a, ils mettent 2-3 heures. Hein. Mais bon, l'objectif, c'est de terminer. Mais tout ça pour dire, papa, il l'a fait. Il a fini avec Chris. Yes. Non, mais c'est vrai, franchement, pour le peu de prépa qu'il a eu, franchement, non, c'est vrai, il s'en est bien sorti. Hein. Et Chris, franchement, top. Hein. Ouais. Donc, voilà, tu peux dire que tu as fait un Aerox. Exactement. Non, mais en fait, spécificité de chaque sport, encore une fois, j'aimerais bien maintenant en refaire une fois, mais en me préparant réellement, quoi. Juste pour voir si ça passe mieux. Pour voir si ça passe mieux, quoi. C'est vrai que là, c'était plus sur le côté blessure, quoi. C'est vrai que de ne pas avoir l'habitude comme ça, c'était un petit peu risqué, quoi. Ouais. Mais bon. Justement, on peut faire l'enchaînement pour vous deux, parce que vous étiez vraiment partis sur des bonnes bases vous vouliez faire sous l'heure. Et là, du coup, la fin était un tout petit peu plus compliquée pour toi. Ouais, écoute, moi je te laisse commencer, faire un petit débrief rapidement de la course. Du coup, déjà, première course avec Coco en duo, donc ça c'était super. En plus, l'organisation, Genève, on m'a pu dormir chez les parents de Mary qui habitent à Genève, donc c'est parfait. Donc franchement, en termes de avant la course, tout était bien. Non, franchement, il n'y a aucune excuse. On a tout optimisé, franchement. Et après, l'organisation et tout de l'Aerox, j'ai trouvé ça vraiment... En plus, c'est suisse, donc c'était parfait. Après, dès que ça a commencé, le premier tour était un peu plus long, parce qu'il y avait 2 tours entre guillemets ennemis. Donc moi, comme Coco court plus vite que moi, ça m'a mis direct. Je pense que j'ai été à 180 BPM pendant toute la course. Mais non, c'était vraiment cool. Et c'était vraiment un effort intense. J'étais à 180 BPM vraiment pendant 1 heure. Donc je l'ai jamais tenu aussi haut, aussi longtemps, je pense. Mais c'est vrai que moi, quand je voyais que mon cœur était à 170, 175, putain, il est bien bas, ça a bien redescendu, j'étais content, quoi, tu vois, parce que il était tout le temps à 185, 180, c'était fou, ouais. Mais non, sinon, je trouve on s'en est bien débrouillé, ce que je suis content, c'est qu'on avait mis une stratégie, on s'est super bien tenu. Vraiment, les rotations, on parlait pas, paf, on avait dit, je trouve on est resté très très lucide. Non, c'était carré. Après, c'est vrai que le seul truc qui était compliqué, c'était sur la course à pied, c'est qu'il n'y avait pas de réseau. Donc sur la montre, on pouvait pas voir nos allures, donc c'était plus aux sensations. Et du coup, moi, je mettais quand même juste des laps, donc des tours pour les courses à pied. Comme ça, je me rendais compte un peu si on était sur les bonnes zones. Parce que ça, c'était assez embêtant. C'est un peu compliqué de dire je cours trop vite, je cours pas assez. Bon, après, on était au seuil, donc moi, je peux... même si il y aurait dû courir plus vite, je pense pas que j'aurais pu. Donc voilà, en course à pied, moi, j'avais juste un seul plan, c'était être dans les baskets de Coco et essayer de suivre. Et de temps en temps, genre, je pense que les gens devaient entendre « Coco, ralentis !» Après, pour sa défense, il prenait, surtout sur beaucoup de stations, il a pris beaucoup plus que moi. Parce qu'en fait, ça va en revenir à la fin, mais vu que je savais que j'avais quand même les ischios, la chaîne postérieure qui était très sensible, et j'avais dit à Willy par rapport à mon expérience d'avant, prends vraiment bien, surtout sur les mouvements lourds, le départ, pour laisser mes ischios se calmer. Et du coup, sur les sled push, sled pull, vu que moi je suis quand même beaucoup plus léger, beaucoup plus faible, hein, clairement, Willy il a pris au moins 60%, voire des fois 70% de l'événement. Donc forcément, il terminait, il était complètement cramé. Moi j'avais récupéré, je bombarde, quoi. Donc, après, c'était aussi ma tâche, c'était un peu de le pousser sur la course à pied. Et je pense, toi, peut-être pas tenu ces allures-là. Oui, c'est ça, c'était ça la stratégie. Moi, je prenais à peu près le début de la station et je finissais la station. Comme ça, les ischios de Coco pouvaient, entre guillemets, pas repartir sur la course à pied en étant pour limiter le risque de blessure. Et lui, son but, c'était de faire le lièvre sur la course à pied pour me pousser au maximum. Et mentalement, c'est toujours plus simple quand t'as pas besoin de réfléchir à l'allure. Je fixais ses pieds et je réfléchissais pas, c'est tout. Enfin, voilà, c'était ça la stratégie. Moi, franchement, il m'a étonné parce que, comme je l'ai dit, il avait cette dépense qui était quand même qui était beaucoup plus compliquée. Et franchement, quelques fois, mais il était, à chaque fois que je tournais, il était quasiment derrière moi. Donc
Franchement, j'aurais pu peut-être mettre 5 ou 10 secondes de plus au kilo, mais pas beaucoup plus, je pense, tu vois. Et encore, comme j'ai dit, moi j'avais une fatigue en moins qui fait une grosse différence. Donc voilà, tout se passe bien. Les burpees, on a tourné tous les 3 burpees. Franchement, moi, simple, les burpees, j'étais bien. Enfin, c'est un grand mot, mais je veux dire. Non, bien. on a bien géré. Franchement, il n'y a eu aucun moment où tu dis horrible. Je pense que la seule erreur qu'on a fait, c'est les kettlebell carry, on allait un peu trop vite. Parce que du coup, après, c'est vrai que quand on a repris la course à pied, il y avait ce côté, le cœur était quand même un peu trop haut. Ça, j'en parlais avec Jay, justement, qui disait que on fait un peu l'erreur de se faire avoir, il faut bombarder, alors qu'au final, c'est une station qui est tellement courte, faut aller sur un bon rythme, mais pour repartir fort en course à pied. Fente, t'en as bien fait, t'as bien bouffé, hein, les fentes, ça t'a tué, je crois. Ouais, je pense que le pire run, ça a été après les fentes. Et du coup, pire run après les fentes, en plus. En fait, parce que les fentes, c'est là où Coco s'était blessé au dernier Aerox à Berlin. Donc il m'a dit, prends plus de fentes. Donc il y a quand même, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a 100 mètres de fente avec 20 kilos. Donc j'en ai fait quand même beaucoup. Et on repart sur la course à pied assez fort parce qu'on était un peu limite pour notre objectif sous les 1 heure. Je crois que c'était... Ouais, c'est à partir après le tour des fentes ou même avant le tour d'avant, je commence à regarder le chrono et là je dis ok, on peut faire sous l'heure, mais là faut vraiment bombarder là. Là faut bombarder. Donc là j'accélère. Donc là on se dit ça peut faire pour faire sous l'heure, mais il faut accélérer. Donc moi je finis avec beaucoup de fentes et là Coco part fort et là je suis au bout de ma life, je subis et les jambes commencent vraiment à être lourdes et je dis à Coco écoute, on bombarde à fond. Je me mets dans le rouge, mais commence les wall balls parce que là je suis dans le rouge total. On fait un peu plus pour que ça passe sous l'heure, mais faut que tu prennes parce que là je suis en zone en zone 10 et du coup on arrive sur les wall balls et on était dans les temps. On était dans les temps et là on avait cette stratégie pour les ischios de Coco qu'on mette la boxe pour qu'ils fassent des wall ball box. C'est parce que ça met moins de tension sur ses ischios. Coco il arrive, moi j'arrive pas à parler, c'est lui qui parle. Et il fait box, 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 box. La meuf, bon, elle comprend rien, elle met pas la boxe. Et du coup, Coco il fait 100 box. Il fait, je pense, 3 wall balls. Et là, il me fait les ischios lâchent et il me donne la balle. Et je pense que s'il y a une vidéo, on doit voir mon désespoir, le désespoir dans mon regard, genre pourquoi ? Parce que moi je pensais vraiment respirer pendant les 15-20 premières wall balls parce que je m'étais mis dans le rouge total. Et là il me donne le ballon et du coup c'est à moi de faire, mais j'étais dans le rouge total. Et du coup je commence, au bout d'un moment j'étais vraiment pas bien, je dis à Coco tu veux pas réessayer ? Il me fait si je réessaye, il en refait une, il fait non ça passe pas, du coup je refais, du coup je dois faire les 100 wall balls quasiment tout seul. Puis en plus tu fais plus de 100 wall balls parce qu'il y a un moment on sent très nettement qu'il y a une petite perte de lucidité parce que ça faisait beaucoup fin de course et t'en as beaucoup de no-show en fait où ça touche pas. Je fais des no-reps donc je fais beaucoup de wall balls. Et ça t'a fusillé. Explosion totale parce que la stratégie était qu'on pouvait se répartir. Donc on était parti plus fort. Donc là, faire tous les wall balls d'un coup, j'ai complètement explosé. Donc j'ai mis plus de temps qu'on avait prévu pour faire les wall balls. On a fait un temps normal. C'est à 2. On a été, je crois, dans les derniers 80%, alors que sur toutes les autres stations, on était bien, quoi, tu vois. Ouais. Donc du coup, au final, on fait 1 heure, quelques secondes. Et 30 secondes. Donc pas loin sous les heures, mais dû à cette petite blessure, voilà, ça passe pas, mais voilà, enfin tout ça pour dire que le potentiel était là pour faire sous l'heure. Après voilà, c'est les aléas. Mais c'était quand même une super expérience. Non, c'était génial. Et ça revient encore à la spécificité. C'était ta première compète Aerox en fait. Ouais. Donc moi je dis quand même, quand on en a fait 2-3 après, je pense que t'es quand même au point sur certains petits détails, mais qui ont leur importance. Hein. Ouais, après là, honnêtement, c'est vrai qu'on était quand même plutôt bien préparés. Je veux dire, Coco, comme il en a fait, il m'a partagé aussi tout. Donc je savais quoi faire. Pour les fautes techniques, je savais ce qu'il fallait faire. Il n'y a pas eu d'erreur. On s'est pris un warning, mais on s'est pas pris une pénalité. Ouais. On s'est pas pris de pénalité. Contrairement à nous. Après, c'est de façon injuste. Il y a des. Oui, c'est ça. Il y a des juges, ils ont le maillot juge, ils prennent la confiance en fait. En fait, pour qu'il y en a qui comprennent, les premières vagues, en tout cas, en fait, en Aerox, ils vont vous demander quel temps vous pensez vous allez faire. Et il me semble, à part si je dis des bêtises, que par exemple vous dites ok, je vais faire moins d'1 heure, et si vous avez déjà fait moins d'1 heure,
donc en fait c'est vérifier ce que vous avez dit, ils vous mettent dans les premières vagues. Et du coup, les premières vagues, donc ça commence à 8h, souvent, t'as quand même des mecs assez chauds. Et on l'a vu dans ceux qui ont gagné, c'était dans la première ou la deuxième vague, c'est ceux qui ont gagné. Et c'est vrai que là, il y a vraiment du gros niveau, donc c'est intéressant de s'y confronter avec William, de se rendre compte du travail à faire, et dans le bon sens en fait. Ouais, ça a été vraiment... parce que honnêtement, c'est vrai que il y avait des monstres. J'y suis arrivé, pas confiant, mais... tu dis ouais, je suis physiquement, je suis bien, j'ai la caisse et tout, et tu vois le niveau des autres et tu dis ouais, il y a une marge quand même assez énorme, on pourrait faire quand même mieux. Et moi, ça m'a plutôt inspiré pour dire ouais, niveau entraînement, il y a de la marge, on peut faire mieux quoi. Après, avec Desi, tu refais le monde, mais nous on avait l'objectif de faire top 20, top 30, c'est ce qu'on voulait faire. Et ce qui est terrible, c'est que du coup, quand je me blesse, forcément, par rapport au temps d'entraînement, on fait 2 fois pire, quoi. Enfin, c'est normal. Enfin, William a dû tout faire tout seul, il était complètement mort. Mais en fait, ce top 20, ce top 30 était clairement, on l'avait dans les pattes. Enfin, tu vois, c'est. Après, c'est comme ça, c'est trop tard, là, on est arrivé. Puis quelque part, vous faites quoi, 50 ? Ouais. Okay. Donc c'est très bien. Ouais. Et parce qu'en fait, c'est ça qui est des fois très traite dans l'Aerox, c'est que celui à Berlin avec Jay, on l'avait fait en 58 quelque chose, ce qui semble beaucoup mieux que 1h01, mais on avait fait, je crois, top 100, et là on fait 1h01, on fait top 50. Ça montre juste qu'en fait, chaque temps, sur chaque compétition, c'est comme entre elles, c'est le temps de cette compétition-là en particulier qui veut dire quelque chose. Tu vas pas comparer un UTMB et une Western State. Ouais, comme sur des courses plus simples, 10 kills de Genève, les 10 kills de Lausanne, tu n'auras pas le même chrono. Oui, et donc non, on a fait une belle performance. Après, moi, de mon point de vue, c'était hyper frustrant parce que je réessaye une deuxième fois, tu dis, mais en fait, tu sais très bien, si tu continues, tu fais une grosse déchirure, en fait. Je pense déjà, je me suis fait une mini déchirure. Tu dis, bon, en fait, tu vas écouter ton corps, tu vas pas te détruire 2 ischios pour gagner 1 minute, quoi, tu vois. Mais ouais, c'est un peu frustrant. En fait, c'est bizarre parce que tu finis, j'étais très content, j'ai passé un super moment, mais j'étais aussi dégoûté parce que t'as un peu un sentiment de culpabilité. Et puis même, tu sais que je sais très bien, un genre de douleur, je savais que j'en avais pour quelques semaines. Tu le sais direct après, tu vois. T'as cette phase de déni, de dire ça va aller, mais tu sais très bien que t'en as pour quelques semaines, tu vois. Mais c'est le jeu, c'est le sport, malheureusement. Donc voilà, une belle expérience. En plus, c'était cool de partager parce que il y avait, comme on l'a dit avant, l'Aerox, tu peux vraiment regarder tout le monde, vraiment partager ça. Donc, nous, on est passé dans la première vague. Après, on a pu voir les copains parce qu'il y a tous ceux de Wellness et du Pur, beaucoup de collègues qui l'ont fait. Donc, petite dédicace à Wellness et aussi grosse dédicace à Wellness qui nous sponsorise. Donc, merci à eux. Donc voilà. Donc c'est quand même super cool d'avoir un job qui te paye ton Aerox. Je pense pas qu'il y a tous les jobs qui te font ça. Donc voilà, on a vraiment beaucoup de chance. C'est pas un coach. Donc ça, en plus du coup, on a pu voir tous les collègues passer, les clients passer. Moi, j'ai des clientes à moi qui ont passé. Bravo à elles, Sandra et Anne Gab. Et voilà. Donc c'était un super moment. Non, c'était cool. Et du coup. Est-ce qu'il est prévu d'autres courses type Aerox ? Alors moi, je suis inscrit en duo mixte avec Durez Sandra en 17 janvier à Saint-Gall. Donc voilà. Donc ça va être cool. Moi. Alors du coup, on part sur Coco. Du coup, Coco wall ball blessure. Suite. Non, de toute façon, ceux qui suivent un petit peu, ils savent que c'est ma blessure un peu chronique, en tout cas mon problème un peu chronique, c'est à partir du moment où je fais un mouvement très dynamique en flexion ou lourd en flexion, j'ai soit sur le moment une douleur vive, un peu comme un coup de poignard, soit le lendemain une inflammation. Dans tous les cas, ça résulte d'une inflammation que je vais avoir pendant soit une semaine, soit... Là, c'était vraiment long. Là, c'était vraiment le plus long que j'ai jamais eu. C'était quasiment 3 semaines d'inflammation. Donc c'est pas grave, mais c'est super embêtant parce que franchement les ischios, je vous souhaite pas, mais un jour vous avez une blessure aux ischios, vous allez vous rendre compte de comment c'est important les ischios. Mais vraiment, c'est pour tout, même pour faire le haut du corps. En fait, vous allez vous asseoir, prendre les haltères, paf, ça va vous lancer. Donc ça, c'est dû à pas mal de choses. D'un point de vue justement, on parlait du fait des réflexes archaïques. Moi, j'ai un RTL. Un RTL, c'est un réflexe tonique labyrinthique, qui est un réflexe en fait qui vous amène un excès d'extension.
moi, il faut savoir que je suis un aérien gauche, donc pour pas que ça soit très compliqué pour vous, c'est quelqu'un qui va être justement très sur l'avant, très sur le rebond, et du coup qui va utiliser beaucoup sa chaîne postérieure, donc chaîne postérieure, d'où les ischios. Donc si vous rajoutez déjà un profil très en rebond, très en extension, avec un réflexe qui augmente cette capacité d'extension, ça fait que votre élastique, il est un petit peu tendu. Et un aérien n'est pas fait pour des flexions complètes. Et comme l'a dit William très bien, moi je m'étais entraîné sur des flexions un peu plus partielles avec les box et je n'avais pas mal quand je faisais ça, même en mettant de l'intensité. Quand on avait fait la simulation, ça allait très bien. Donc forcément, manque de progressivité pour amener cette flexion complète, parce que il ne faut pas aussi se limiter et se dire ok, je suis aérien, je ne pourrais jamais faire une flexion complète. Je peux, mais il faut y aller étape par étape. Là, on est passé de l'étape 1 à l'étape 7 d'un coup avec une fatigue. Donc forcément, ça a amené à péter. Donc tout ça pour dire que pour le moment, je suis en train de travailler sur quelque chose que mon corps n'a pas l'habitude, qui est l'ancrage et le mou, de relâcher ce système nerveux qui est ultra stimulé chez moi. Et là, parce que moi, je vais parler un peu plus pour les gens qui sont pas comme vous dans la formation. Ancrage et mou, pour toi, c'est quoi? L'ancrage et mou, ça va être par exemple, je vais être sur une balle, sur une Swiss ball, et je vais venir faire des bercements. Je vais faire beaucoup de travail respiratoire. Je vais venir faire des mouvements où je suis à quatre pattes et je viens marcher. Ouais, en fait, parce que des là, retournements. tu restes dans la technique, mais en fait, ancrage et mou, c'est l'aérien, il est toujours en mode extension. Donc là, en fait, l'aérien mou, c'est revenir en flexion pour justement enlever cette tension sur l'extension. Donc un peu plus revenir sur travailler un peu l'inverse, un peu l'opposé. Tout à fait. Chercher plus le lent. Et en fait, c'est quelque chose qu'on n'aime pas. Pour un terrien, on le fait travailler en plio, ça fait mal, hein, c'est compliqué. Et puis pour ceux qui ne connaissent pas, la plio, c'est les sauts. Ouais, sauts sur les box ou des choses comme ça. Et puis, au contraire, revenir plus en position plus d'ancrage, plus revenir comme ça, l'aérien, il n'aime pas trop non plus ce côté-là. Donc, c'est un peu contre nature. Par contre, comme on dit, c'est un bien pour un mal, de façon à dire, voilà, on détend un peu le tout, de façon à ce que l'inflammation, elle passe, quoi. Donc c'est vraiment le but. Mais en fait, comme souvent, hein, que ce soit, j'en parle assez souvent, que ce soit la respiration, que ce soit là avec préférence motrice, réflexe, tout ça, ça se fait pas du jour au lendemain, donc il faut un tout petit peu de patience, faut faire... Tu fais pas mal d'exercices quand même. Ouais, c'est pour ça que je fais tous les jours. J'ai changé beaucoup de choses dans ma routine. Et puis là, ça tombe plus ou moins bien parce que vu que c'est la saison d'hiver, là pour le moment, je me donne pas forcément d'objectif pour pas tomber dans une forme de stress où je me dis je dois être prêt. Du coup, on grille des étapes. Mais par contre, j'essaie d'être vraiment proactif au maximum et je le vois plutôt comme une chance parce que ça me fait évoluer en tant qu'athlète et coach. Rien n'arrive par hasard. Rien n'arrive par hasard, mais voilà, j'essaie de mettre en place le maximum de choses et j'espère vraiment réussir à m'en débarrasser parce que je sais que c'est quelque chose qui me limite énormément dans ma progression. Mais tout le monde a un peu malheureusement des problèmes. Mais moi, je voudrais juste rajouter que quand tu as fait le triathlon, tu n'as eu aucun problème parce qu'on n'a pas ce problème de flexion. Non, mais j'en arrive même à la phrase que tu disais par rapport le sport dicte les... C'était quoi déjà? Attends, je vais te dire ça, parce qu'il me rappelle un terme. Les motricités dictent le besoin, le sport dicte les règles. Donc je me dis, est-ce que je veux choisir un sport qui me dit des règles qui au final ne me sont pas du tout en lien, je sais pas. Donc franchement, je vais être honnête, pour le moment, je mets en parenthèse l'aérox. J'aime beaucoup, mais à chaque fois je me suis fait 3 aérox, 3 fois j'ai la même blessure. Ouais. Et ça peut paraître le gars qui apprend de passer d'erreurs, j'ai vraiment à chaque fois changé les choses. Hein. J'ai à chaque fois essayé quelque chose de différent. On peut en attester. Ouais. Alors que c'est vrai que j'ai fait le triathlon, j'ai pris beaucoup de plaisir. Beaucoup de blessures. J'ai pris beaucoup de plaisir, je me suis pas fait mal. Alors je sais que je vais aller quand même aussi dans un sport qui me convient plus d'un point de vue motricité. Mais comme on en parlait, je veux aussi être capable de faire un squat, de sauter, de faire un mouvement dynamique sans me faire mal. Donc je veux être athlétique et être fonctionnel, c'est mon objectif. Donc voilà, c'était un petit peu le point. C'est ce qu'on a toujours... c'est vrai qu'à la base, quand on discutait, on parlait d'athlète hybride, et c'est un peu le but. Oui, je me dis, si je fais une fente, je vais pas me péter en deux à chaque fois. Quoi. Si je ramasse un truc par terre trop vite, je vais pas me faire une déchirure. Quoi. Mais c'est intéressant, et au final, ça fait aussi apprécier... moi, je retire déjà une chose, c'est que quand on nous enlève ce qu'on aime profondément,
ça nous permet de nous rendre compte aussi si nos autres domaines de vie sont bons ou pas. Parce que je sais qu'avant, mon identité était beaucoup rattachée qu'au sport et j'ai d'autres aspects maintenant. J'ai l'aspect éducation, j'ai mon travail où j'essaie vraiment de développer ma carrière. J'ai ma relation qui est importante, j'ai ma famille. Donc je peux me rattacher à autre chose. Alors qu'avant, je me rattache le sport, il n'y avait pas de sport, qui je suis. Donc je vois qu'au final, j'ai vachement bien évolué dans ma vie et ça montre aussi le parcours qui a été fait. Donc je suis assez content. Et puis aussi, ça fait que là, je peux commencer à me rentraîner. Je me dis, mais c'est génial, de pouvoir faire du sport, quoi. C'est une telle chance. On est toujours dans ce prisme de la performance et des fois, on en oublie. Le fait de bouger, c'est une chance en elle-même, quoi. Oui, ouais. Je vois, ouais. Ça met en perspective. Ouais, carrément. Trucs, exactement. Mais c'est marrant parce que moi, j'ai connu un peu avec cette histoire de la fibro et que je pouvais plus rien faire. Puis d'un coup, on refait quelque chose, mais on enlève ce côté performance. Et on garde juste le côté, le plaisir de faire et de partager avec les gens qui sont autour. Et c'est vrai que ça permet de remettre en perspective. Mais aussi, j'ai tendance à dire à tous les jeunes qui nous regardent ou nous écoutent, c'est quand vous êtes jeune en pleine forme, profitez-en un maximum, quoi. Parce que c'est vrai que on se rend compte souvent, c'est quand cette petite porte se referme. Et on se dit, quelle chance on avait de pouvoir faire ça. Mais je prends toujours cet exemple, c'est surtout là on est en hiver, c'est quand t'as le nez bouché. Tu te dis, mais c'est génial quand je peux respirer normalement. Mais c'est vrai. C'est vrai. Je trouve que c'est pareil avec le sport. Quand tu peux refaire du sport, tu te dis, waouh, c'est génial. Parce que des fois on oublie en fait, parce qu'on en fait tout le temps. Enfin, voilà. Donc. C'est pris comme acquis alors. Ouais, c'est ça. Ouais, puis aussi, tu vois, j'ai fait ces erreurs-là. Des fois, je me souviens, tu sais, quand j'étais allé pour faire mon trail en Turquie, tu sais, que je m'étais fait mal aux pieds 2 semaines avant. Mais quand j'y repense, mais pourquoi je me suis même aligné sur la course, quoi. Enfin, je veux dire, aussi à un moment, il y a ton corps qui te parle. Il faut, c'est pas essayer de trouver toujours des excuses, mais à un moment, si ton corps te dit non. Si tu pousses, tu vas le payer très cher et des fois ça va te laisser 6 mois dans le carreau alors que tu aurais écouté, tu aurais raté la compétition et tu aurais pu en faire une 3 semaines après, quoi. Donc il y a des douleurs où des fois ça arrive, il faut un petit peu pousser, mais il y en a, on les connaît et il faut pas pousser dessus, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai pas poussé sur l'Aerox où je sais que j'ai la sensation, je sais que j'en ai pour 1 semaine ou 2 mais j'aurais continué, j'en ai pour 3 mois, quoi. Et du coup c'est la formation volet d'haleine tombe à pic, parce que du coup tu peux poser toutes les questions que tu veux au formateur et puis tu vois l'intérêt en fait à quel point ça peut surtout qu'en fait vu que c'est quand même une problématique que j'ai eu plusieurs fois et j'ai essayé plein de trucs, c'est vrai qu'après vous pouvez arriver dans une situation où vous vous sentez un peu démuni et si vous mettez rien en place et que ça arrive, vous savez un peu que vous n'avez rien changé, mais quand vous essayez à ce côté un peu putain mais c'est dégoûtant, quoi. Que là, c'est vrai que ça met des mots sur la problématique. On comprend, en fait, on comprend pourquoi ça arrive. Au final, c'est complètement logique que ça arrive et c'est assez rassurant, je trouve. Donc, du coup, là, tu travailles sur ton ancrage, sur le mou, et il y a une deuxième phase qui arrive ou c'est juste ça et ça devrait... Là, pour le moment, j'essaie vraiment la priorité de calmer ce RTL qui, là, on l'a testé juste avant. Et beaucoup mieux parce que en fait c'est un test. Première étape, vous suivez avec le doigt et deuxième étape, vous faites comme si vous allez suivre avec les yeux fermés. Et fais-le juste les yeux fermés, les gens ils vont juste voir. Je suis pas debout. Ouais, mais fais-le pour voir si. Vous voyez ces yeux qui clignotent? C'est ça. Ouais. Papa, tu peux mieux l'expliquer pourquoi ces yeux. En fait, c'est juste son système nerveux qui est en mode qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il est en train de faire, danger, et ça clignote, quoi. Ça serait intéressant peut-être, William, fais-le, toi qui l'as pas, et là s'il l'a. Ça se trouve, je l'ai. Enfin, cherche vers le bas du coup. Attends, cherche vers le bas d'abord, et après vers le haut. Ouais, beaucoup moins. Ouais. Ça clignote? Un tout petit peu quand même. Tout petit peu, mais c'est très léger. Mais donc pour le moment, la priorité, c'est de travailler vraiment sur ce RTL qui va beaucoup mieux parce que je l'ai testé avec Joe quand il était au plafond, qui est donc le formateur pour Volo d'Haleine. Vraiment, en fait, limite, je tombais. Donc il mettait sa main. Et c'était vraiment au plafond. Et là, je fais tous les jours, 2-3 fois par jour. Et j'ai pas perdu mon équilibre là. Donc j'essaie de me féliciter parce que quand même, je fais ça tous les jours. Donc voilà. Donc
Premier temps, enlever ce réflexe. Je travaille sur ce muscle, au travail d'ancrage plus dans le spectre un peu plus terrien, donc de fermeture. Et ensuite, j'essaie de travailler. Là, je fais aussi un renforcement progressif des tendons, donc un peu plus une phase, là aussi, une approche un peu plus terrienne, isométrie. Et petit à petit, je vais arriver jusqu'à la fin, qui est un peu plus de la plio et du dynamisme pour être capable de faire des mouvements beaucoup plus dynamiques sans se faire mal, quoi. Mais ça, ce sera. Là, je pense qu'on n'avait pas prévu du tout ça aujourd'hui, mais on en parlera un jour. C'est justement un sujet que vous connaissez bien. C'est justement l'entraînement. Il y a de plus en plus, je lis de plus en plus de coachs qui disent tous les bienfaits de l'isométrie. Mais je pense là, en vrai, là, on n'a pas fait non plus trop. On a fait un peu le tour. On peut parler aussi un peu de l'entraînement en réhab pour recommencer. Je pense que ça peut être un point intéressant. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, carrément. Ouais. Par exemple, pour mes ischios, qu'est-ce que je fais ? Déjà, quand il y a la phase inflammatoire, il faut laisser le corps se régénérer. Qu'est-ce que tu fais dans cette phase inflammatoire ? Parce qu'il y a le sport, mais il n'y a pas que ça pour la récupération. Déjà, il y a tout ce qui est l'aspect nutritionnel. Je m'assure d'avoir une alimentation la plus saine possible pour ne pas fatiguer mon système. Anti-inflammatoire, typiquement, tu peux donner des exemples. Par exemple, ça va être éviter tout ce qui... truc tout bête, mais alcool, cigarette, c'est hyper inflammatoire. Donc, si tu as une blessure... Fais pas la grosse brinque, dire tiens, je peux pas m'entraîner, je vais picoler. Parce que souvent c'est ça, c'est le pire, c'est que tu peux plus faire quelque chose et du coup tu dis je peux pas m'entraîner, ce soir c'est grosse raclette avec vin et fromage hyper inflammatoire, vin hyper inflammatoire, ta blessure va mettre encore plus de temps à se remettre. Ouais, il y a ça, après le sommeil, j'essaie de dormir au maximum. Ce qui nous permet de récupérer le mieux, il y a pas... On peut prendre tous les médicaments qu'on veut. Le sommeil, c'est le meilleur médicament. Comme on en parlait avec papa, on a vu le podcast avec Vincent Louis, et il disait vraiment, c'est nutrition. Vincent Louis, c'est un champion de triathlon, pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est nutrition et sommeil. D'abord, la priorité là-dessus. Et la suite, il dit que c'est du commercial. Donc, tes compléments à 50 balles ça, 50 balles ça, pour bien dormir, pour récupérer. Tu as mis 500 balles dans le mois. Alors que tu aurais dormi 1 heure de plus, tu aurais eu plus de résultats. Donc voilà, des fois, juste regarder c'est quoi les priorités. Donc, et du reste, sur la pyramide des besoins, c'est vraiment la fondation en bas, sommeil. Énergie, sommeil, nutrition. Mais c'est la base. Donc je fais ça. Ensuite, j'aime bien, par exemple, j'ai une approche quand même assez naturelle. Donc je vais faire souvent des cataplasmes d'argile verte qui me font vraiment beaucoup de bien. Ça, je vous le conseille. Moi, personnellement, je prends pas d'anti-inflammatoire parce que c'est ma croyance, j'essaye de prendre pas de médicaments parce que je considère que le corps a cette capacité de régénération. Et moi, je suis contre les anti-inflammatoires. Je pense que ton estomac te remercie. Oui, c'est ça vous détruit, votre biote. Ça détruit ton microbiote et ça trompe ton corps. Ça va mieux en fait. Ça dit que ça va mieux, mais ça va pas mieux en fait. Et on connaît tous, juste de masquer le message. On connaît tous cet athlète qui H24 toute l'année anti-inflammatoire. Avant une course, j'ai pris de l'anti-inflammatoire. Et en fait, mec, c'est pas un Mikado en fait. Ou j'ai des courbatures, j'ai pris un paracétamol. Non, ça te détruit le bide, vraiment. On banalise beaucoup trop le fait de prendre un paracétamol. Pour moi, c'est des drogues autorisées quasiment. C'est vraiment hyper mauvais, on se rend pas compte. Mais du reste, il y a des études qui ont montré que c'est un gros problème avec des gens avant une course ou quoi que ce soit qui vont prendre un anti-inflammatoire du type ibuprofène ou des trucs comme ça. Voltaren aussi. Et, c'est dopage en plus, non ? C'est le Doliprane, je crois. Non, ce serait peut-être plus le Doliprane. Non, là, c'est pas dopage, mais c'est juste que, en fait, ça fait beaucoup de mal à ton corps de faire ça, quoi. Donc, oui, parce que ça casse certaines barrières où il dirait, là, faut stopper, et tu stoppes pas, en fait. Ouais, donc je fais sommeil, nutrition, massage un peu de Golteri, massage quand l'inflammation elle est redescendue, parce que sinon ça peut juste la massage de Golteri pour ceux qui connaissent pas. C'est un peu des huiles essentielles, c'est une plante il me semble. Je viens masser en fait j'essaie de recréer de l'influx sanguin. Donc j'ai de la chance d'avoir à mon travail du sauna, je fais beaucoup de sauna. Recréer cette circulation au maximum. J'essaie de rester le plus actif possible sans aggraver l'inflammation. Oui, parce que souvent, bien sûr, quand on est en phase aiguë d'inflammation, il faut laisser du repos, mais moi, je conseille vraiment le mouvement. Le mouvement, c'est vraiment la santé, c'est la vie. Et c'était super intéressant parce que même si je le sais, des fois, il y a ce truc, c'est tellement ancré en nous de rester tranquille. Et les moments où je restais assis 2-3 heures, c'était toujours là.
bon, en plus avec la notion de flexion, où j'avais le plus mal, où ça se réveillait. Et quand je restais debout, ça allait. Donc ça montre l'importance du mouvement. Ensuite, je fais du sport comme je peux. Je fais le haut du corps, je fais du cardio à bras, même si je déteste. J'essaie de rester actif, même je trouve qu'il y a une grosse composante mentale. Pour moi, il faut rester actif, j'en ai besoin, j'ai l'impression de faire quelque chose. Quand cette phase aiguë, elle est redescendue, je commence à introduire un peu de l'isométrie. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'isométrie, c'est maintenir un mouvement en statique. Voilà, qui est super intéressant d'un point de vue nerveux. Ça a une capacité, j'oublie toujours le terme, anastalgique. J'oublie toujours. En clair, ça relâche le muscle. Bon. Ok, on va dire antalgique. Antalgique, voilà. En clair, ça relâche et ça renforce les tendons. Donc je fais des montées de bassin très simplement. Quelques séries. Juste, je reviens un peu sur l'isométrie. Bon, bien sûr, c'est génial pour une réhab, mais moi, j'intègre aussi beaucoup d'isométrie, même pour de l'entraînement en préhab. Donc, comme tu dis, ça renforce les tendons. Donc, pourquoi attendre d'avoir mal pour renforcer ses tendons ? Justement, je pense que d'intégrer de l'isométrie pour avoir des tendons plus forts, pour limiter de la blessure, pourrait être très intéressant dans vos entraînements. Moi, je sais que je l'utilise beaucoup et j'ai senti une vraie amélioration. J'ai pas de blessure. Et puis ça améliore la connexion nerveuse aussi. Tu m'as donné le truc, je crois. La semaine passée, on avait parlé de ça. En fait, moi, au niveau des fentes, c'est pas toujours évident et ça me fait un peu mal au niveau d'un genou. Et on m'a dit, essaye un peu de faire d'iso avant. Donc, je fais un peu d'iso avant et après, les fentes passent mieux. Donc, non, c'est parce que si tu vas travailler ton muscle sur, le tendon sur la partie qui est un peu la plus délicate, donc ça va faire un afflux de sang sur cette zone. Et après, moi j'ai ce protocole en ce moment que je fais, c'est que je fais ma première série en isométrie et la deuxième série je vais la faire en lourde. Mais comme j'ai fait la première série en isométrie, la zone est vraiment chaude, les tendons sont préparés et quand je mets du lourd derrière, j'ai aucune petite douleur et je peux performer sans douleur. Et faire du sport sans douleur, je pense que c'est le but de tout le monde. Non mais c'est vrai. Mais vraiment. Parce que le nombre de personnes qui disent mais j'ai un peu mal à l'épaule mais c'est normal. Non, c'est pas normal. Donc voilà. Ouais, non, c'est clair. Donc je mets en place l'isométrie. Cette isométrie au poids de corps devient avec une petite charge, peut-être avec un petit peu plus de volume. Je peux rajouter une série en plus, rajouter des répétitions. Après, je reviens petit à petit sur des mouvements un petit peu plus de renforcement et après, on va sur du renforcement. Ensuite, on rajoute peut-être très contrôlé. Ensuite, un peu plus de vitesse. Après, on peut rajouter les sauts. C'est vraiment, j'y vais par étapes. Mais ça il y a prend de la des semaines. Progressivité, ouais. Ça prend des semaines, voire des mois, quoi. Donc, juste, aussi pour reparler un peu de réhab. Coco, je pense que tu vas me rejoindre là-dessus. D'abord, dans une première phase, il faudra mettre beaucoup de fréquences. Ouais. Donc, par exemple, comme Coco, là, pour son réflexe, il fait 3 fois par jour. Mais c'est 5 minutes. Ouais, 5 minutes. C'est pas longtemps. Tu fais beaucoup de fréquences. Et après, au fur et à mesure du temps qui avance, tu vas réduire la fréquence, mais augmenter un peu l'intensité. C'est ça, hein. C'est ça, c'est exactement ça. C'est que, par exemple, c'est la même chose, comme tu disais pour les exo-isométries, c'est... Bon, il y en a, ils vont dire, vous pouvez même faire 5-6 fois par jour. Bon, après, il faut avoir le temps de le faire, mais... Ouais, mais intensité, 2 sur 10, quoi. Vraiment, t'es là, c'est super simple, mais c'est juste, recréer ce signal, renforcer le tendon. Il y a aussi un gros aspect psychologique dans une blessure. C'est ça, j'allais venir là-dessus. Ça, c'est... Parce que moi, pendant 3 semaines, j'ai pas pu me baisser sans avoir une grosse décharge, un gros coup de poignard. Juste le fait de quand il y a quelque chose par terre, j'avais une appréhension de la ramasser. Et encore, c'est une petite blessure. Imaginez quelqu'un qui s'est pété une jambe, qui s'est fait péter le dos, qui a eu des mois et des mois de réhab. Vous avez des blocages psychologiques. Moi, j'ai beaucoup de clients, c'est ça, où il y a des gros blocages psychologiques, où c'est vraiment les forcer en trouvant la bonne intensité pour pas les bloquer. Reprendre cette confiance, quoi. Tu peux le faire. Ouais. Et justement, au niveau cerveau, il faut presque faire un reset de cette douleur. Parce qu'il y a des gens, après, on va dire que mécaniquement, il n'y aurait plus la douleur, mais au niveau du cerveau, il y a toujours cette douleur et ça leur semble qu'ils ont mal, quoi. Des vraies douleurs, ouais. Vraies douleurs. Donc ça... moi, je l'ai clairement avec l'Aerox à l'heure actuelle. C'est que quand j'arrive sur les fentes et les wall balls, je vais me faire mal. Oui, après, Mais là, ce qui rentrerait, c'est aussi une sorte de préparation mentale, hein,
donc coaching mental pour faire ça. Ouais. Mais c'est vrai que du coup, en revenant sur cette fréquence, de faire ces petits mouvements dans cette zone qui normalement te faisait mal, mais en basse intensité, bah en fait ton cerveau va se dire ah bah tiens, je peux aller dans ce mouvement sans avoir mal. Tu le fais 3-4 fois par jour, tiens, je reprends confiance, et en même temps tu renforces bien sûr tes tissus, et après tu peux mettre un peu plus d'intensité, et la confiance revient au fur et à mesure, et ton corps se réhabitue, et c'est comme ça que tu vas récupérer. Donc vraiment y aller en progressivité. Et par contre, il y a un truc que ça, j'ai vraiment mis des années à accepter, et maintenant je l'accepte, c'est que vous pouvez pas mener tous les combats en même temps, sur tous les fronts. Et là, j'ai fait une pause, et je continue à faire de course à pied, c'est ce que m'a dit Joe. Et le problème, c'est que la course à pied crée cet impact-là, accentue ce RTL, ce réflexe d'extension. Et sur les premières phases aiguës que j'ai, vu que mon réflexe il est toujours au plafond, bah, on va enlever un des facteurs prédominants de ce problème. Et donc, pour le moment, je cours pas. Mais ça veut pas dire que je fais rien. Je fais du vélo, je fais des mouvements sans impact. Je vais réintroduire très prochainement la course à pied. Mais ça, avant, je l'aurais jamais fait. Mais maintenant, je comprends que ok, je préfère l'enlever quelques semaines, mais être capable de courir bien après, quoi. Et ça, je sais que chez certains athlètes, je pense pour toi, c'est impossible. Tu vas dire, tu cours plus, ça passerait jamais. Donc voilà. Oui, et encore que moi, j'ai de la chance parce que j'ai des triathlètes. Donc, oui. Il y avait, les kinés disent toujours les triathlètes, c'est les pires parce qu'ils trouvent toujours un moyen de faire quelque chose. Ouais, non, mais je vais pouvoir nager, je mets le pool boy. Enfin, il y a toujours une combine. Donc voilà. Donc, on trouve toujours des. Petite dédicace à Alex qui s'est fait la cheville et qui nage sur une jambe. mais ouais, du coup, tu pourrais renager. Ouais, mais de toute façon, je vais nager là pendant cette. Regarde le papa qui veut remettre son fils au triathlon assez rapidement. Non, mais je vais refaire un triathlon. De toute façon, là, c'est clair que franchement, pour être tout à fait honnête, pour les 6-8 prochains mois, je vais pas faire d'Aerox. Hein, ça, je vous le dis. Hein. Parce qu'en plus, là, on est sur une deuxième problématique pour moi qui est encore beaucoup plus importante. C'est que moi, mon corps, c'est mon travail. Donc là, ça me pénalisait dans mon travail, c'est-à-dire dans ma qualité de coaching, parce qu'il y a quand même dans le coaching, il y a énormément le visuel, il y a des gens, il faut montrer l'exercice, il faut aller au sol corriger, je pouvais pas le faire. Heureusement, j'ai des clients qui sont cool, j'explique bien avec le temps, mais moi, je fais attention avec mon corps. Donc je vais revenir au triathlon. Je pense que je vais revenir un peu à mon premier amour, qui est la course à pied. Je pense qu'il y a le semi-marathon de mai, qui est très roulant, où j'ai envie d'envoyer, mais on verra. Je me mets pas la pression, c'est pas que j'ai la flemme, c'est que je me mets pas la pression, j'écoute mon corps là pour le coup. Oui, là il revenir bien, mais je veux dire à 100%. Quoi. Exactement. Mais tout ça pour dire, après ça, c'est pour ça que je fais la transition pour la suite. Moi, mes objectifs, c'est revenir au top niveau, parce que franchement en 3 semaines sans faire, j'ai vraiment perdu, c'était impressionnant, hein, ça, de se rendre compte. Et j'aimerais, dès que je peux, j'aimerais vraiment faire une prépa vitesse semi. J'ai jamais fait un semi à fond, j'ai envie de voir ce que je vaux, est-ce que je vaux une 30, est-ce que je vaux une 25, on verra. Et ensuite faire, je pense, une saison un peu sprint, apprendre à découvrir vraiment ce triathlon, y aller faire un olympique peut-être, mais je me mets pas la pression, je pense que peut-être un half, mais dans quelques temps. Du coup, vous en êtes où? On a commencé la prépa. Alors, c'est quoi la news? Inscrit officiellement ou pas? Alors, c'est bon, je suis pauvre. Alors, faire du triathlon, ça coûte cher. Faire des Ironman, ça coûte cher. Faire des Ironman en Suisse, c'est la ruine. Comme je fais... Alors, du coup, avec papa, on est inscrit pour le demi-Ironman de Rapperswil et l'Ironman de Thun. Mais... on fait pas ça pour rien, parce que quand tu fais les deux qui sont en Suisse, tu gagnes une petite médaille en plus. Non, c'est ça, non. Ah ouais? Oui, parce qu'il y a un partenariat. Mais il n'y a pas une réduction si tu fais les deux. Du coup, voilà. Donc, en juin, Rapperswil, le demi. Et en juillet, le full Ironman à Thun avec papa. Donc voilà, c'est signé. C'est signé, il n'y a plus le choix. Et on va dire que la prépa,
On va dire que papa, on avait laissé un peu... Enfin, je me suis toujours entraîné, hein, vous pouvez le voir sur Strava que je reste actif. Mais là... Il ne bosse plus. Il bosse plus, athlète pro. Mes collègues, à chaque fois, ils disent « Mais tu bosses quand ?» Et qu'est-ce que je voulais dire? Mais là, après, j'ai fait l'Aerox un peu plus la prépa tout seul. Et là, depuis 2 semaines, avec papa, on a repris les entraînements beaucoup plus structurés sur le triathlon. Et voilà, dans l'objectif de construire une bonne base pour l'année prochaine pour l'Iron. En sachant qu'il y aura quand même toute la phase où là, le ski de rando va vraiment faire partie de la préparation. Ah, ça, je veux bien. Ça c'est génial. Bien faire. Ski de fond, on fera aussi. Ouais. Ce qui est bien, c'est que on profite des bienfaits de l'altitude. Et puis, en fait, ça te fait quand même vachement travailler. Puis le plaisir. Oui, c'est ça. Il y a le sport plaisir quand même. Ouais. Et donc, c'est vraiment top pour ça. Et comme on en parlait un peu aussi avant, c'est le mental. Moi, je sais qu'être en montagne, être en nature, être avec la neige, je suis un enfant encore, tu me mets avec un peu de neige, je suis heureux comme jamais. Donc ça, je pense, ça rentre aussi beaucoup dans la performance, c'est de faire des choses que tu aimes, mais vraiment, et de prendre du plaisir. Et d'être en nature, l'oxygénation, il y a tous ces paramètres qu'on ne prend pas en compte. Par exemple, pour moi, faire 4 heures d'entraîneur ou être 4 heures en montagne, je pense que les bienfaits mentaux et physiques sur la performance sont bien meilleurs en montagne. Clairement. Même si sur le papier, dire tiens, j'ai mieux travaillé peut-être mon endurance musculaire en vélo sur faire l'entraîneur, moi je pense quand même du bénéfice du plein air et tu vois, je sais que des fois j'ai des journées de travail, en tout cas où je passe toute la journée à la salle. Là, je me suis vraiment reforcé des fois j'ai 5 minutes, je fais 3-4 fois par jour où je fais, ça dépend du temps que je fais le tour de bâtiment, je vais un peu dehors, mais tu sais, vraiment, c'est très bête à dire, mais je vais sans téléphone, sans rien, et c'est vraiment un peu flâner. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que tu marches, tu regardes, et la différence sur mon sommeil et sur mon énergie, mais vraiment, c'est... Et le soir, j'essaie pareil, je vais marcher un petit peu dans le parc, 15-20 minutes. Et ça fait vraiment du bien, tu le sens, l'importance d'être dehors en fait. Ouais. Et du coup, voilà, qu'est-ce qui fait rire? J'en reçois des notifs. donc voilà, inscrit. J'arrive pas à faire de trucs en même temps. Vraiment, putain. Et du coup, donc papa, du coup, mine de rien, l'air de rien, il s'est inscrit à l'Ironman. Il a trouvé la bonne excuse là. Il s'est inscrit à l'Ironman, l'air de rien. La négociation avec maman s'est très bien passée. Donc voilà, donc papa, ça va être le 21e, hein, Nico. Ouais. Voilà. Bon, on va espérer que... Bon, maintenant, on peut pas s'arrêter sur un 21. Il faut aller au moins jusqu'à 30, quoi. Parce que s'arrêter à 20, ça le faisait. S'arrêter à 21... De toute façon, le prochain, il en fera avec Mary. Ensuite, il en fera avec moi. Après, il y aura Mia. En fait, quand elle aura 15 ans, Mia, tu veux pas faire un Iron avec papy? Ouais, et puis du coup... Non, mais je pense qu'en vrai, on fait la blague. Mais même, maman, elle en rigolerait. Mais... c'est ce qui fait que t'as la pêche aussi, tu vois. C'est cette passion-là, ce feu, cet objectif. Je suis sûr que tu l'aurais pas, ça serait différent, tu vois. Ouais. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est vrai que quand je sais que j'ai cet objectif-là, et puis qu'en plus on va le partager ensemble, et ça change quand même beaucoup la donne, parce que l'Ironman, il y a la course en elle-même, mais il y a toute la préparation avant, donc. Il y a tout ce côté-là. Moi, je sais que déjà que la prépa de l'année dernière, je l'avais adoré avec toi. Donc là, je suis content qu'on puisse refaire. On va revivre ça. Et hâte de voir comment on va pouvoir... là, l'année dernière, c'était la première prépa Iron pour moi. Et donc là, voir qu'est-ce qui va évoluer. Là, je touche du bois, je touche du singe. Grâce à l'eau d'haleine, j'ai plus mal quand je cours. Voilà, ça paraît bête, mais je vais enfin pouvoir faire une prépa où je vais pouvoir mettre du volume en course à pied. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner là-dessus. Donc voilà. Ah, puis ça, c'est cool. Et puis, l'année passée, on avait fait beaucoup ensemble, parce que pour toi, c'était quand même une découverte. Bon, t'as drôlement progressé maintenant, et puis là il y a des nouvelles personnes qui risquent un peu d'arriver pour pouvoir s'entraîner avec toi, puis te faire progresser aussi, donc ça va être intéressant
toutes ces choses-là, c'est vrai, je peux rouler avec Léo, avec Paul, avec Alex, tout ça, mais ça sera top, quoi. Parce que ça va vraiment faire progresser, et puis ça va être curieux de voir aussi jusqu'où tu peux aller, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc, il y a hâte de voir ce qu'on va pouvoir faire. Toi, du coup, ton objectif un peu sur Toon, ça va être pareil que Nice, le finir ou te remettre un peu une petite motivation performance? Là, en fait, la motivation performance, faut rester réaliste aussi, mais c'est d'essayer de moins subir que ce que j'ai subi l'année passée. Bon, c'est un parcours qui me convient beaucoup mieux déjà. Il est plus simple ou non, il y a au moins 2000 mètres de dénivelé. Hein. Non, mais il y a du dénivelé, mais c'est vallonné. C'est vallonné. Okay. Donc pour un profil, on va dire, moi je suis pas du tout un profil grimpeur, un profil plus puissant. Donc quand c'est vallonné, j'arrive à passer sur des petites bosses. Et il fera moins chaud aussi, non? Oui, normalement, ouais. Normalement, ouais. Donc ça convient mieux. Mais voilà, un Iron reste un Iron. Mais je me mets pas du tout de notion de temps ou quoi que ce soit. C'est la perception que j'ai dans la course de vivre la course en disant ok, je subis moins. Et là, tout au long de l'année, en fait, j'ai réussi quand même à contrôler un peu ce côté fibro. Et puis petit à petit, j'arrive à remonter les niveaux de fréquence cardiaque en montant un peu plus. Je suis capable de monter un peu plus haut. Donc voilà, donc ça fait plaisir de pouvoir refaire. C'est intéressant parce que tu vois, 90% des gens, ils auraient une fibro, c'est bon, c'est plus de mon âge, on va faire tranquille, et je suis sûr qu'en fait tu retrouves des personnes en 1 an ou 2 qui deviennent éteintes, qui prennent du poids, et au final peut-être ça aggrave encore la situation, se dire ok, les règles du jeu elles ont changé, à moi de comprendre un petit peu comment ça marche, et des fois ok, là j'ai pas respecté la règle, on m'a remis un petit, mais au final tu peux toujours jouer au jeu, quoi. C'est ça, et puis on revient toujours au plaisir. C'est que papa, ce qui te fait plaisir, c'est le sport, c'est la compétition, mine de rien. Oui. Comme t'en parles à chaque fois, tu dis il faut avoir un objectif. Ça c'est peut-être pas vrai pour tout le monde, mais c'est vrai pour toi. Et toi, si t'as pas un objectif, une course d'inscrite, t'as beaucoup plus de mal à te mettre à l'entraînement quand même. C'est pas pareil. Tu vas t'entraîner, mais ça sera pas pareil, pas avec autant de conscience peut-être. Puis c'est ta petite flamme dans les yeux, comme on dit, en disant ça me fait plaisir, quoi. Je vais le faire, quoi. Donc voilà, non, c'est top. Ouais, je pense qu'on a bien parlé là. Ça fait quasiment 1 heure. Voilà. Bon, en tout cas, merci de nous avoir écoutés, et puis à tout bientôt. À tout bientôt. À tout bientôt. La saison commence. La saison d'hiver. La saison d'hiver. On refera peut-être un épisode avant Noël. Ça serait bien. Ouais, on va essayer. Ouais, là en plus il y a un peu moins l'hiver. On pourra peut-être se refaire. J'espère qu'il y aura moins de travail. Allez, ciao. Ciao. Ciao.